relèvera et un effet domino se fera dans la communauté. Dans la région, si un pays est malade, ça veut dire que c'est toute la région qui est malade. Je dirais même toute l'Afrique. Et maintenant, en Afrique centrale, quand le Burundi va mal, ça touche le Congo. Surtout le Congo. Les journalistes, il y a une mobilisation, mais aussi un éveil des consciences pour que justement on commence à penser au Burundi de J'ai trouvé des solutions pour le Congolais, les Congolais eux-mêmes. Ça a pris 30 personnes autour d'une table avec les évêques. Bonjour chers fidèles auditeurs de l'émission Droit à la parole, Réal Radio. Aujourd'hui, on est très heureux en 2017 pour notre première émission. Et ce soir, j'ai l'honneur de recevoir les compatriotes, les acteurs communautaires, les professionnels qui font partie justement de cette grande famille de la diaspora africaine ici au Canada. J'ai donc à mes côtés Madame Sandra Baranchira, burundaise d'origine, activiste. Elle a souvent hésité que j'utilise le terme et c'est vraiment en elle. De l'autre côté, j'ai aussi un membre de la diaspora congolaise qui a été candidat à la députation en République démocratique du Congo. Ensemble, avec d'autres invités qui vont venir après, nous allons essayer de faire le point sur l'actualité, tant sur le plan régional que sur le plan international. Alors on commence avec Sandra. Bonjour Sandra et bonne année. Bonjour, mes meilleurs vœux pour 2017. Merci beaucoup. Alors Sandra, lorsque je te reçois dans cette émission de Droit à la parole, dont tu es même l'une des acteurs principaux, donc tu fais partie de l'équipe, ça a toujours été un réel plaisir. Et même que les gens, lorsque ils visionnent nos vidéos, nos émissions, ils ont toujours ce goût-là de me demander, mais Joël, quand est-ce qu'on revoit Sandra? Sandra est ici aujourd'hui avec nous. Pour commencer, comment d'abord va le Burundi? Le Burundi va très mal. Par contre, le Burundi n'est pas en phase terminale. Le Burundi, économiquement, est complètement à terre. Le taux de croissance est au niveau négatif. Au niveau politique, le Burundi est un véritable fiasco. Le Burundi est en sang et en feu. Le Burundi est assiégé. Il est assiégé par une menace interne qui est son propre gouvernement. Ceci dit, on évoque souvent qu'un pays, avant de remonter, doit d'abord tomber dans les affres de l'enfer. Et j'ai un grand espoir pour le Burundi. Mais si, je ne dis pas même si, parce que j'ai la foi, quand le Burundi va se relever, le Burundi se relèvera et un effet domino se fera dans la sous-région. C'est pourquoi, Monsieur José, j'ai espoir que la relève ne se fera pas juste à un niveau national, mais aussi à un niveau régional. Le Congo sera avec nous. Tout à fait. Alors Sandra, là tu as essayé un peu de nous faire le bilan de ce qu'est le Burundi aujourd'hui. Mais on a suivi tout récemment le Burundi avec l'insistance ou le refus du président Pierre Nkurunziza de partir. Et aujourd'hui, où nous en sommes avec la procédure qui a été mise en place justement pour essayer de convaincre le gouvernement en place de pouvoir justement passer à l'alternance au Burundi. Il y a beaucoup d'événements qui se sont passés depuis le 26 avril 2015, lorsque le président illégitime, je dis bien, a décidé de briguer un troisième mandat qui était complètement anticonstitutionnel et contraire aux accords d'Arusha. Des accords que, si je rappelle bien aux téléspectateurs, ont ramené la paix au Burundi. Aujourd'hui, les gens sont morts. Il y a eu de grandes manifestations, des manifestations que je dois bien le souligner n'étaient pas d'ordre ethnique, mais bien des manifestations de jeunes burundais qui en avaient marre d'un système qui sévissait grâce à la corruption.
On a essayé, l'Union africaine a essayé d'envoyer des troupes, mais se sont finalement changés d'avis. Il y a eu aussi des tentatives de pourparlers. Malheureusement, le gouvernement au pouvoir a refusé complètement de s'engager dans les pourparlers. Le facilitateur tanzanien, Mkapa, a d'ailleurs il y a quelques mois récemment dit que bon voilà qu'il faudrait peut-être ne plus considérer la question de pourparler, mais beaucoup plus qu'on commence à se préparer pour les élections de 2020. Mais comment se préparer à des élections quand tant de sang a été versé? Comment se préparer aux élections quand tant de fraudes et de crimes ont été faits par un gouvernement illégitime? Comment pouvons-nous espérer qu'en 2020, cela ne va pas se répéter? Alors, voilà, bien sûr, il y a eu des assassinats à gauche à droite. On se rappellera de la députée Afsa Mossi. On se rappellera aussi récemment du ministre de l'Environnement. Le ministre fait partie du gouvernement. Il fait partie du gouvernement, en effet. Donc on pourrait attribuer cet assassinat à des groupes qui ne sont pas forcément, je dirais, proches du gouvernement. Donc. Ça, c'est le narratif qu'on veut faire croire. Il faut comprendre qu'au sein du gouvernement, politiquement parlant, il y a aussi des pôles de pouvoir au sein de ce gouvernement-là. Au sein de ce gouvernement-là, il y a ce qu'on appelle des frondeurs officieux, c'est-à-dire des gens qui œuvrent au sein du gouvernement, mais qui n'approuvent pas nécessairement ce qui se passe dans le pays. Et c'est justement ça que l'on voit, que l'œil public voit, c'est des assassinats ici et là, où on arrête des individus. Par exemple, les gens qui ont été arrêtés sont véritablement des petites personnes. Les gens qui ont été arrêtés, c'est des gérants de bars, c'est vraiment des arrestations pour cacher les véritables motifs derrière ce genre d'assassinat-là. Alors, puisque les causes ne sont pas forcément ou essentiellement burundaises, mais elle est plus régionale, j'aimerais avoir quand même l'idée de José Bouabadi sur ce point. Le Burundi fait partie du CEPGL, la communauté économique des pays du Grand Lac, la défunte organisation. Alors José, puisque c'est un problème régional, est-ce que vous pensez que le Burundi a un impact direct sur le Congo ou ses voisins, le Rwanda? Bien sûr, bien sûr. Dans la région, si un pays est malade, c'est toute la région qui est malade. Je dirais même toute l'Afrique. Et maintenant, en Afrique centrale, quand le Burundi va mal, ça touche le Congo. Sur tous les points, économiquement, politiquement, parce que le Burundi et le Congo, c'est presque un seul pays. Donc, ça ne peut pas échapper au Grand Congo. Donc, tout ce qui touche le Congo, quand ça va mal au Congo, ça va mal au Burundi, ça va mal au Rwanda, ça va mal en Angola. Donc, on est tous ensemble. Donc, je pense que la solution devrait être globale. La solution devrait être globale, régionale. Fini le temps, comme disait Sandra, fini le temps de parler d'un seul pays. Il faudrait maintenant parler région. Exactement. Alors, je vais vous prendre une minute à chacun pour nous dire un peu quelles sont pour vous les perspectives d'avenir pour cette région-là. Comment vous voyez l'avenir justement du Burundi? Et José va répondre avec la même question. Comment est-ce qu'on voit en 2017 ou en 2018 l'avenir du Burundi? En 2017, pour moi, en 2017. En 2017, on est déjà en 2017. Oui, on est en 2017. On peut parler justement de l'avenir. Comment on voit cet avenir-là du Burundi? Sincèrement, je suis une personne qui croit, comme je l'ai dit auparavant, que lorsque un pays
entre justement dans une période aussi sombre où la pauvreté mine la population, où la criminalité d'un gouvernement touche les consciences, pas seulement les consciences burundaises, mais les consciences africaines, et même au-delà des frontières de l'Afrique, ça pousse à quoi? Ça pousse chaque personne à commencer à penser comment changer la situation, comment faire pour qu'il y ait carrément une révolution d'un système. Et les gens commencent non seulement à penser, mais à agir, à se mobiliser et à commencer à réfléchir sur la relève d'un pays qui est à terre. Et c'est pour ça que personnellement, pour moi, l'avenir est beau. L'avenir est prometteur. Parce qu'il y a une forte mobilisation, non seulement de la diaspora burundaise, de la société civile, qui est en exil, je devrais d'ailleurs le mettre en parenthèse, mais aussi en gras, les journalistes. Il y a eu une mobilisation, mais aussi un éveil des consciences pour que justement on commence à penser au Burundi de demain. Au Burundi de demain, qui sera un Burundi où chaque paysan, chaque individu se sentira responsable non seulement de la situation économique, politique, mais aussi du développement de son pays. Il est temps que le système que nous avons hérité de la colonisation soit complètement mis à terre, qu'il soit détruit et qu'on reconstruise un nouveau système, non seulement pour le Burundi, pour le Congo et pour l'Afrique entière, où l'Africain sera devant. L'Africain, je dis bien, et non pas des groupuscules mafieux de dirigeants. Il est temps que l'Afrique prenne son indépendance. Et c'est maintenant. Parce que les indépendances de 62, des années 60, ce n'était juste qu'un leurre. Aujourd'hui, dans les années 2000, nous sommes les contemporains, nous sommes les héritiers, et nous sommes ceux qui ont hérité de l'idéologie de Lumumba, de Sankara. Aujourd'hui, nous autres, les héritiers, il est temps maintenant de matérialiser cette idéologie-là. Et pour le Burundi, Plus optimiste. Absolument. Merci. José? Tout à fait. Nous ne pouvons être optimistes. Parce que le peuple africain, après avoir passé toutes ces périodes très difficiles, à un moment, le peuple va s'élever. Et quand le peuple va s'élever, il prendra ses responsabilités. Et les choses vont changer. Ça ne va pas rester comme ça éternellement. Ça va changer un jour. Parce que le peuple va se mettre debout et puis prendre son indépendance vis-à-vis de tout ce qui se passe et mettre hors d'état de nuire tous ces dictateurs qui avec leurs groupuscules, le mafieux extérieur, tuent, pillent l'Afrique. À un moment, ça doit finir. Il faut être optimiste et continuer à mobiliser. Et il faut faire confiance à tous ces mouvements citoyens qui sont à travers plusieurs pays. Et ils font le travail d'élever les consciences. Et il faut continuer à faire ce travail, appuyer au niveau de la diaspora. La diaspora fait un grand travail. Si je prends l'exemple du Congo, ce qui arrive aujourd'hui, c'est grâce à la diaspora. La diaspora fait un grand travail à travers dans tous les pays, en Europe, en Amérique, et les choses commencent à bouger. Donc, il faut être optimiste qu'un jour, l'Afrique sortira. Merci. Alors, on va faire un peu le tour de l'actualité internationale avec justement l'accession au poste de président de la République de Donald Trump, vous le savez comme moi. Donc, c'est le 20 prochain, si ma mémoire est bonne, qui devrait être investi, qui devrait être le nouveau locataire de la Maison-Blanche. Alors, j'aimerais rapidement avoir vos opinions de façon particulière. Comment est-ce qu'on voit aujourd'hui cette montée, moi je dirais, du populisme, quelqu'un qui est dans le business, quelqu'un, on peut se le dire, qui pèse plus de, selon Forbes, c'est 4 milliards,
milliards, mais selon lui-même, il dit qu'il vaut plus que ça, donc 10 milliards et même plus. Quelqu'un qu'on pourrait ne vraiment pas croire être aujourd'hui président des États-Unis est là. Et on a vu sur les réseaux sociaux, ça a été relayé de la sorte où l'Africain même, l'immigrant avait peur de Donald Trump. Comment est-ce qu'on voit cette montée du populisme et surtout l'arrivée de Donald Trump comme le président du monde? Mais si je peux dire quelque chose là-dessus, je vais revenir à ce que j'ai dit. Quand le peuple va se mettre debout, tout peut changer. Ça va changer tous les calculs. Les sondages disaient autre chose, mais ce n'est pas ce que le peuple disait. Et le peuple a un mot à dire à la fin. Et ça peut contredire tous les pronostics. C'est l'explication que je peux dire avec ça. Sandra. Moi, ce que je veux dire de cette montée-là, de cet événement-là de Trump à son accès à la présidence, cet homme-là est un véritable gambler. Mais cet homme-là est aussi un véritable génie des communications. Lorsqu'on regarde même le langage qu'il utilisait lors de sa campagne, lors de ses discours, c'était un langage très simpliste, dans lequel l'Américain moyen pouvait se reconnaître. Il utilisait d'ailleurs des fois des gros mots, si vous vous rappelez bien. Alors que Hillary Clinton, c'était une politicienne de carrière, qui utilisait un langage que peut-être des gens de Harvard, des gens de la classe moyenne pouvaient comprendre. Mais que du fin fond du Mississippi, ou sinon du Texas, l'Américain ne se reconnaissait pas en Clinton, mais se reconnaissait par contre en Donald Trump. Et même lorsqu'on regarde sa directrice des communications, elle est exactement le prototype de cette classe-là d'Américains. Une classe qui est majoritaire. Et c'est eux, du fond de leur bayou, qui ont en effet contredit les sondages. Alors oui, sincèrement, j'ai été au début choquée, mais après un moment, je me suis dit, cet homme-là, on ne peut que lui lever son chapeau. Si je suis effrayée, il a utilisé un langage un peu corsé envers les immigrants, mais c'était un langage dans lequel, encore une fois, l'Américain moyen adhérait. Pour l'Américain moyen, l'immigration est une menace. Bush a en effet, le président Bush a en effet amené cette frayeur de l'étranger. Et aujourd'hui, Donald Trump est en train de la capitaliser. Ceci dit, entre ce qui est dit et ce qui est fait, il y a un grand écart. Alors, donnons la chance aux coureurs et regardons ce qui va arriver. Merci beaucoup pour ton éclaircissement, Sandra. Alors, on va encore revenir un petit peu sur l'Afrique parce que c'est très important. On va parler du Congo aussi parce qu'on a un membre de la diaspora congolaise également, comme je l'ai dit dès l'entrée de jeu. C'est quelqu'un qui est dans la politique, qui s'est présenté lors des dernières élections législatives dans son fief à Ilebo, donc une circonscription de la République démocratique du Congo. José Boabadi, aujourd'hui, le Congo vient de traverser quelque chose de très important, je dirais même historique, c'est-à-dire la ratification de l'accord, en tout cas l'accord entre les partis, la plateforme politique de l'opposition, le rassemblement, la société civile et la majorité présidentielle. Alors, c'est quelque chose qui n'a pas été prévu, on ne voyait pas. Beaucoup d'analystes d'ailleurs, que ce soit dans le média, dans le monde de communication, n'ont pas pu justement croire en ça. Mais aujourd'hui, on est arrivé là grâce justement aux efforts des évêques, aux efforts de certains membres de la classe politique congolaise. On est arrivé justement à trouver cet accord. José Boabadi, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur cet accord? Es-tu optimiste? Crois-tu encore
en cet accord? Merci, merci. Ce qu'il faudrait dire là-dessus, d'abord, il faudrait féliciter la classe politique congolaise et les évêques. Là où les gens pensaient qu'il faudrait quelqu'un qui vienne de l'extérieur pour réunir les Congolais et trouver des solutions aux problèmes congolais, les Congolais eux-mêmes. Ça a pris 30 personnes autour d'une table avec les évêques pendant au moins 15 jours et on a eu un accord. Il faudrait d'abord féliciter la classe politique congolaise. Maintenant, trouver l'accord, l'appliquer, c'est autre chose. Mais il faut rester optimiste. Parce que cet accord qu'on a eu très difficilement, c'est comme un enfant eu par césarienne. Mais finalement, l'enfant est là. Est en vie. Est en vie. Il faut maintenant protéger sa croissance, nourrir cet enfant. Maintenant, on est à l'étape de la mise en œuvre de cet accord. Alors, pour justement éclairer l'opinion publique, cet accord, les grandes lignes de cet accord, pour ne pas aller dans les détails, les grandes lignes qui ont fait à un certain moment obstacle pour la ratification, quelles sont les grandes lignes justement de cet accord? Le grand problème, parce qu'il y a eu le premier accord du 18, parrainé par l'Union africaine avec Kojo. Exactement. Et dans cet accord, il y a une grande partie de l'opposition qui n'avait pas adhéré aux discussions. Il a laissé une petite minorité de l'opposition et la majorité présidentielle. Ils ont eu un accord, mais il y a des choses où la population congolaise ne se retrouvait pas. Parce que la population congolaise veut l'alternance. Le président Kabila, ayant épuisé les 2 mandats, devrait laisser le pouvoir et donner à quelqu'un d'autre. Mais les élections ne sont pas organisées. Comment faire pour passer de cette étape à l'autre? D'où il fallait discuter, trouver des mécanismes, comment le faire. Donc, c'est l'alternance et faire accepter au président qu'il accepte qu'il ne pourra plus se représenter conformément à la Constitution. Ça, ce n'était pas facile. Donc, ce sont des choses où les Congolais eux-mêmes, l'opposition tout comme la majorité, ont pu obtenir la garantie que la Constitution ne va pas changer, qu'il n'y aura pas de référendum et que le président Kabila ne va pas postuler et qu'il y aura les élections en 2017, au plus tard décembre. Donc, ça veut dire que le Congo va vivre le premier alternance politique après une élection qui va être démocratique, libre et transparente en 2017 pour avoir un nouveau président qui va passer le relais et qui va prendre le relais au président actuel au pouvoir. C'est beaucoup plus ça, les grandes lignes. Et il fallait aussi penser à tous ces politiciens qui ont été condamnés, soit arrêtés, soit intimidés par le pouvoir en place. Il faut décrisper la situation. Donc, il faut libérer certaines personnes. On a commencé à libérer. On a commencé à abandonner certaines poursuites. Et il faut libérer aussi les chaînes de télévision, les médias acquises à l'opposition qui étaient fermées. Et je pense que le ministre de la Communication l'a dit la semaine dernière que d'ici 15 jours, toutes ces chaînes vont être libérées et opérationnelles. Alors moi, j'aimerais aussi passer au scepticisme. On a vu, on a senti à travers les médias sociaux, dans Facebook, Twitter, toutes ces plateformes, même d'autres partis, plateformes politiques sur place, influentes comme le mouvement pour la libération du Congo, MLC, de l'ancien vice-président incarcéré à la CPI, Jean-Pierre Bemba, qui est représenté par Mme Eve Bazaiba, qui n'ont pas pu signer cet accord-là. Donc on sent qu'il y a quand même une forme de réticence. Pourquoi cette forme de réticence et quels sont les mécanismes justement pour amener ces gens à la raison? Il y a des choses que je comprendre. Il y a la participation et la signature. Le Front pour le respect de la Constitution dont fait partie le MLC a participé aux discussions du début jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière journée. Donc ça veut dire toutes ces résolutions qui sont là-bas, le MLC se reconnaît. Le FPC se reconnaît parce qu'il a participé à ces discussions pour trouver ces compromis. Et maintenant, signer l'accord pour des raisons de positionnement, à mon sens, ou dire que non, je veux avoir tel poste dans telle structure, et comme je n'ai pas ces postes, je ne signe pas pour le moment, il faudrait que je renégocie encore, ça c'est autre chose.
Mais je pense qu'il y a l'inclusivité dans l'accord parce qu'ils ont participé. Il ne faut pas nier ces résolutions parce qu'ils sont gagnants dans toutes ces résolutions. Et maintenant, quant à la partie signature, c'est autre chose. Mais si on prend maintenant l'opposition, une petite minorité de l'opposition qui est au pouvoir maintenant, qui a bénéficié de l'accord du 18 octobre, qui dit qu'elle ne veut pas signer parce qu'il faudrait garantir leurs intérêts. Là, on parle des intérêts. On tombe dans l'opportunité. Ouais. Ça, c'est les intérêts. Parce qu'ils ne veulent pas signer, ce n'est pas parce que l'accord est mauvais, c'est parce que leurs intérêts ne sont pas garantis. Ils veulent savoir, je suis ministre, maintenant si je signe, est-ce qu'au prochain, vraiment, je vais me retrouver? Et ça, c'est autre chose. Alors, et moi, je pense que le pays ne va pas s'arrêter à cause de ces groupes là-bas, cette minorité qui ne veulent pas signer pour des positionnements personnels. La grande majorité a signé. Le coordonnateur de cette opposition là-bas, qui ne veut pas signer, leur coordonnateur a signé. Le coordonnateur de la majorité a signé. L'opposition qui n'avait pas participé aux premières discussions a signé. Donc tout le monde est là. Donc ça veut dire qu'il y a l'inclusivité, mais c'est difficile d'avoir. Le magazine Agora, votre magazine communautaire. Ce numéro spécial 2016 souligne les efforts de la femme canadienne, des réflexions sur l'Afrique, les nouvelles de nos artistes d'ici. Un vibrant hommage au roi de la rumba congolaise Papa Wemba, la technologie, la littérature et les jeux. Un numéro sensationnel, gratuit, qui vous fait découvrir les entrepreneurs d'ici. Le magazine Agora, toujours proche de communauté. Tena moto tisiapona ila na minimo la tanyona takuja pata kumponya ila kiuchonde ma ni kumbe